Bonjour, c'est Pierre de Villeneuve. Bienvenue dans Tout roule, votre podcast consacré aux grands défis automobiles. À l'heure des enjeux écologiques, il y a un marché en pleine émergence dont on parle encore assez peu, celui des produits remanufacturés. L'idée, c'est de remettre de nombreux types de pièces dans un état quasi identique à celles d'origine, avec des prix beaucoup plus attractifs. Quelles pièces sont concernées ? Quels sont les bénéfices écologiques et économiques ? Comment s'adapter entre la technologie thermique et la technologie électrique ? On en parle avec notre expert du jour, juste après bien sûr notre traditionnel essai. Bienvenue dans Tout roule, un podcast produit par Europe 1 Studio en partenariat avec Mobiliance. Et la trompette de Freddy Hubbard pour l'essai de cette nouvelle Nissan Ariya absolument incroyable. Je suis sous le charme de cette voiture spectaculaire qui, pour certains, rappelleront les X6 BMW et les Mercedes GLE Coupé. Certes, il y a ce côté gros insecte juché sur des énormes jantes. J'ai pas mesuré les pouces, mais on doit bien être à 22 minimum, peut-être 23 ou 24. Voilà, donc c'est cette voiture spectaculaire, entièrement électrique et qui ouvre une voie nouvelle à Nissan qui encore récemment, on l'a vu à Tout roule, fait des passerelles avec Renault pour ses moteurs, notamment l'essai du Juke avec le moteur de la Capture. Là, on est vraiment sur le fleuron de l'automobile japonaise qui revient comme elle a été d'ailleurs la reine dans les années 80, avec cette voiture extrêmement futuriste en mode berline coupée, juchée sur, encore une fois, des grandes pattes. On a une garde au sol et on est vraiment assis très très haut, dominant la route, avec une surface vitrée absolument colossale qui permet d'avoir une vision aquarium malgré la ligne coupée de cette Ariya de chez Nissan, avec un intérieur vraiment qui pour le coup rappelle ce que fait BMW avec les derniers iX, c'est-à-dire du cuir. Est-ce vraiment du cuir ou est-ce que ce sont des cuirs végétaux ? De l'Alcantara sur le tableau de bord, une grande lignée, un grand dashboard comme on dit en anglais, une grande plaque comme ça qui permet d'avoir l'instrumentalisation, même si on peut choisir, alors que c'est du numérique, une instrumentalisation à l'ancienne avec 2 compteurs. Voilà, on est sur une voiture extrêmement confortable. Elle est suspendue pneumatiquement, donc il y a toutes les bosses sont avalées. C'est du véritable cruising. On a là en dessous du dashboard un tableau de bord en bois avec les fonctions essentielles de la climatisation. Le reste se fait soit par commande vocale, soit par cet énorme écran qui vous attend et qui vous sourit. On a là, regardez, vous entendez ? Ah, voilà. On a l'accoudoir central qui se mobilise et qui se déplace pour vous d'avant en arrière, selon la position de votre coude. Voilà, c'est une voiture malléable. Et alors, vous verrez à l'avant comme à l'arrière, il n'y a pas de séparation, c'est-à-dire que mon passager, vous savez, d'habitude, il y a votre place, la place du conducteur et la place du passager. Entre les deux, il y a la boîte de vitesse, etc. Donc, on peut pas... Voilà, là, votre passager peut vous faire du pied, enfin, si j'ose dire, parce que ça peut être dangereux, mais voilà, là, je peux passer avec mon pied et puis je peux aller chercher un truc de l'autre côté. Voilà, il n'y a pas de séparation. On est assis plus sur des canapés. C'est le cas également chez BMW avec le iX. C'était le cas dans les années 40, 50. C'est à partir des années 60 qu'on a commencé à faire des voitures avec cet îlot central avec la boîte de vitesse. Voilà, c'est le design est absolument incroyable. Le design des feux, les feux à LED, le clignotant orange fait la forme d'une vague quand il clignote. Tout est absolument pensé pour revoir la voiture. Voilà. Alors le Mojo, pour le coup, on est sur une grosse batterie. On est sur du 87 kW. Donc ça fait partie des grosses batteries qu'il y a par exemple dans les e-Mustang, les grosses voitures type Tesla. Voilà. Alors pour le coup, si vous mettez en mode sport, évidemment votre voiture va avoir une mise à feu absolument incroyable.
En revanche, si vous êtes comme moi, plutôt partisan du mode standard, c'est-à-dire du mode confortable, c'est vraiment cruising. C'est pas la peine de se... En gros, si vous êtes debout sur l'accélérateur, la voiture va certes accélérer, mais il y aura un petit temps de latence. Donc, avis aux amateurs, pour ceux qui veulent une conduite plutôt sportive, il faut vraiment se mettre en mode sport. Il y a également un mode éco qui vous permet de consommer moins de cette batterie qui arrive à charge pleine. On est à un peu plus de 450 km d'autonomie. Donc je rappelle les fondamentaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous roulez sur l'autoroute, vous divisez par 2. Je sais que les constructeurs n'aiment pas qu'on dise ça, mais c'est la triste réalité. Et certains disent oui, mais la vraie voiture électrique, c'est la Tesla. Je suis d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se tourner vers autre chose. Voilà. Donc cette Ariya, elle a des avantages, notamment celui du prix. Et le prix d'appel est de 60 000 €. Donc on est quand même très très loin, si vous voulez, de la Tesla. C'est un essai absolument impressionnant. Je le redis, je me répète, mais on est dans quelque chose vraiment d'exceptionnel. Alors ça y est, j'ai rendu les clés de cette soucoupe volante qui est le Nissan Ariya et je vais m'adresser à un expert. Et l'expert du jour, c'est Julien Dubois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de France Autoriman, qui est une société de remanufacturing, c'est-à-dire que vous faites du neuf avec de l'ancien. On va en parler. En fait, en gros, vous restructurez des pièces moteurs pour les refaire et pour les installer sur des voitures. J'imagine qu'on ne restructure pas une voiture thermique comme une voiture électrique. Non, et la voiture électrique est une opportunité exceptionnelle. En fait, les nouveaux véhicules, aujourd'hui, les véhicules électriques en particulier, ils sont conçus avec des nouvelles contraintes, notamment des contraintes sur la réparabilité de leurs composants. Alors, je ne veux pas rentrer trop dans le détail technique. Oui, mais on aimerait savoir quand même de quoi. Concrètement, on parle beaucoup de la batterie et de la seconde vie ou de la fin de vie de la batterie sur le véhicule électrique. Il y a en réalité de nombreux composants qui équipent toute la motorisation d'un véhicule électrique. Vous avez des convertisseurs électriques, vous avez des chargeurs bien sûr, vous avez le moteur électrique lui-même au-delà de la batterie. Et ces éléments sont des éléments chers, structurants, importants, très techniques, qui se réparent, figurez-vous. Car la loi, et la loi européenne en particulier, impose aujourd'hui aux industriels de tous bords, y compris évidemment dans l'automobile, d'éco-concevoir leurs produits et donc de permettre leur réparabilité. On en a beaucoup parlé avec l'indice de réparabilité dans l'électroménager pour le grand public. Ces contraintes s'imposent à tous les industriels aujourd'hui. Parce que pour l'instant, le mot des constructeurs de voitures électriques, c'est quoi ? C'est on a une batterie, quand elle ne marche plus, on en met une neuve, c'est ça ? Disons que vous êtes sur un marché peu mature. La voiture électrique, elle est encore peu présente, notamment dans les ateliers en après-vente. Donc on est assez peu concerné aujourd'hui, et le constructeur et la distribution ou les réparateurs indépendants, par la réparation des voitures électriques. Mais ça va venir fortement. Il y a déjà des véhicules qui ont un certain âge. Il y a des formations aussi. Bien sûr, il y a des formations, des habilitations, parce qu'il y a une question de sécurité très importante sur le véhicule électrique quand on intervient, même pour faire une opération simple. Avoir une tenue, par exemple, un peu comme des scaphandres. Enfin, c'est pas la blague, c'est vraiment ça. Absolument, il y a des équipements individuels de sécurité qui sont vraiment essentiels et un process surtout. Les personnes doivent être habilitées. Une habilitation, c'est une formation, c'est des passages d'examen, c'est très très sérieux, puisque quand vous avez 400 volts dans une machine, faut pas plaisanter. Donc la reconversion ou le remanufacturing, pardon de ce mot un peu sauvage, mais des composants de voitures électriques, c'est un sujet évidemment au-delà de la sécurité qui est très engageant, très intéressant, puisque un composant, un moteur, une batterie, un convertisseur, etc. Ce sont des choses qui se réparent et peuvent avoir une vie finalement très longue, parfois même plus longue que la voiture elle-même. Ouais, alors ça c'est au-delà de cet exemple de la voiture électrique. Plus généralement, là par exemple, BMW sur son iX fait des matières plastiques, notamment pour les sièges, à base de filets de pêche recyclés. Vous, dans le remanufacturing, pourquoi justement ne pas faire des voitures totalement
totalement neuves, qui ont le label de voiture neuve, avec des produits qui seraient, pour certains, remanufacturés. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à cette législation-là ? Alors, je vous laisserai poser la question aux constructeurs, puisque avant de changer la construction et la fabrication d'une voiture et d'y incorporer des pièces elles-mêmes issues de l'économie circulaire, il va se passer un tout petit peu de temps. L'exemple que vous avez cité... Combien ? 10 ans, 20 ans ? Je ne sais pas vous dire, et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit le véritable enjeu en réalité. Vous savez, quand vous avez en France, par exemple, 35 millions de véhicules qui roulent et 1,7 million qui sont immatriculés chaque année, l'enjeu, il n'est pas sur la voiture neuve. Je vous le dis, bien sûr que c'est l'enjeu des constructeurs. L'enjeu fondamental, et notamment sur la transition écologique, et notamment sur cette économie circulaire des composants, c'est les véhicules qui roulent, c'est le parc qu'on entretient. Quand un véhicule passe dans un atelier et doit changer son alternateur ou son injecteur, je peux vous dire que ce produit-là, c'est un déchet. Celui qu'on a retiré, c'est un déchet. La bonne nouvelle... On n'en fait rien. On n'en fait rien. Si, justement, la bonne nouvelle, c'est que... On n'en fait rien, sauf si ça arrive chez France Autorivane. Ça arrive chez nous. Alors, France Autorivane, juste pour petite parenthèse, c'est une association, c'est pas une société d'ailleurs. Non, c'est une fédération. C'est tentaculaire. Qui regroupe, qui fédère et représente des industriels, une cinquantaine aujourd'hui, qui réparent, rénovent, remanufacturent des pièces automobiles pour leur redonner une nouvelle vie dans les conditions du neuf. Ouais. On remet à neuf des pièces qui ont déjà eu une première vie. Donc les injecteurs, on a parlé quoi d'autre ? Injecteurs, moteurs, embrayage, boîte surtout de des vitesse, pièces moteurs, beaucoup de pièces mécaniques, puisque ce sont des pièces par essence mécaniques composées de plusieurs composants qui ont une fonctionnalité bien particulière et qui, depuis de nombreuses décennies, se réparent. Les industriels que je représente sont des gens qui font ça depuis des décennies, très longtemps. Certains équipementiers le font, certains constructeurs le font. Donc les process il y a les pneus aussi. Existent, les pneumatiques, alors ça c'est très vieux. La commande publique, les acheteurs publics, les administrations, les collectivités locales, etc. Toutes les voitures de ces administrations, donc à peu près 10% du parc circulant, sont obligées d'acheter du pneu rechappé aujourd'hui. C'est dans la loi, c'est la loi AGEC qui l'a imposé, et c'est une très très bonne nouvelle pour le pneu rechappé, remanufacturé, qui est un pneu neuf, qui simplement a utilisé un pneu qui a eu une première vie et donc qui a évidemment passé tous les tests d'homologation. Oui, on ne va pas finir les 4 pneus crevés quand même. Juste une question, parce qu'on a abordé la question écologique, la question un peu du bon sens aussi de refaire du plastique avec du plastique plutôt qu'à nouveau avec du pétrole. Mais le coût quand même pour le consommateur au final, est-ce qu'il est moindre ? La réalité, c'est que c'est toujours un coût moindre que le produit neuf. Toujours. Et d'ailleurs, l'ordre de grandeur, il est plutôt aux alentours de 50% et peut-être 40% dans certains cas de réduction de prix par rapport au produit neuf. Ah oui. Je veux dire, c'est le produit qui coche toutes les cases. Un injecteur remanufacturé, pour prendre cet exemple, c'est un produit 2 fois moins cher que son équivalent neuf. C'est un produit qui a utilisé pour être produit 80% de ressources naturelles en moins. On n'est pas allé chercher de l'acier. On avait déjà le corps. On a gardé 80% du poids du produit initial. Donc, un impact économique, un impact écologique. Et puis, allez, je complète par un dernier bénéfice très intéressant. Les remanufacturiers, ils ne sont pas à l'autre bout de la terre. Ceux qui récupèrent des matières et qui les refabriquent, ils sont là. Ils sont en France, en Europe, à proximité du gisement. Pas au fin fond de l'Asie. Exactement. Et donc, c'est un vrai facteur de réindustrialisation. On en parle beaucoup, de réindustrialisation de notre pays avec des jobs techniques. C'est remanufacturer, c'est très consommateur de main-d'œuvre, donc c'est très intéressant pour créer des jobs. Merci beaucoup, Julien Dubois, d'avoir été l'expert dans Tout roule. Vous venez d'écouter Tout roule, un podcast Europe 1 Studio avec Mobiliance. La production est signée Sébastien Guyot, la réalisation Xavier Joly. À très vite pour un prochain épisode.